vous allez soutenir devant ce jury que j'ai l'honneur de présider ce matin votre thèse de doctorat unique qui a pour titre La gouvernance sécuritaire en Afrique de l'Ouest à l'ère des nouvelles menaces, enjeux et défis dans la zone saharo-sahélienne. Ce jury que j'ai l'honneur de diriger et qui est chargé d'évaluer votre thèse est constitué de 7 éminents membres choisis en raison de la dimension pluridisciplinaire de votre travail, partagé entre la géopolitique, le droit et d'autres disciplines des sciences sociales. Je dois vous avouer, je suis particulièrement intimidé de me trouver entouré de si éminents professeurs d'université. La seule fois ou les seules fois que j'ai vu une concentration aussi importante d'agrégés, c'était lors des séances de cérémonie de vœux des corps constitués. Donc, je suis très honoré d'être devant vous aujourd'hui pour vous présenter une thématique d'une actualité brûlante, l'une des rares actualités qui dure depuis 10 ans, le problème sahélo-sahélien. La gouvernance sécuritaire peut être définie comme l'ensemble des mécanismes mis en œuvre par un État pour assurer la sécurité nationale et la sécurité publique, devant déterminer la manière dont les forces de défense et de sécurité sont organisées, dirigées et contrôlées. Elle englobe des dimensions institutionnelles, juridiques et opérationnelles. Au passage, je voudrais souligner que l'expression force de défense et de sécurité est une sorte de néologisme ouest-africain. On pourra en parler plus tard. De manière générale, assurer la sécurité du territoire, des institutions, des personnes, des biens et de l'environnement, tout en respectant les droits de l'homme, les droits et libertés reconnus aux individus, est un exercice non seulement délicat et permanent, mais encore nécessairement évolutif pour tenir compte de la mutation des menaces grandement favorisées par les nouvelles technologies. Cet exercice est d'autant plus ardu en Afrique de l'Ouest que beaucoup de pays de la sous-région sont confrontés à des risques internes d'instabilité imbriqués à des menaces transnationales. Géographiquement, l'étude porte sur la sous-région ouest-africaine qui est vaste de plus de 6 millions de kilomètres carrés, couvrant une quinzaine de pays avec une population qui dépasse 300 millions d'habitants, soit le tiers de la population du continent. Toutefois, l'accent a été volontairement mis sur la zone saharo-sahélienne, confrontée de manière singulière à des menaces dont l'acuité et la complexité ont créé une instabilité durable dans de nombreux pays. Cette zone englobe notamment la bande dite saharo-sahélienne, qui est l'ensemble stratégique formé par les 5 anciennes colonies françaises que sont la Mauritanie, le Mali, le Burkina Faso, le Niger et le Tchad, et qui, confrontés à un terrorisme violent, ont fini par mettre sur pied en 2014 le G5 Sahel, qui était un organisme de coopération adossé à l'opération française Barkhane. La plupart des États de cette bande sont marqués par des disparités démographiques et socio-économiques, des réflexes identitaires, des frontières poreuses, des conflits politiques, bref, toutes sortes de situations qui font le lit d'autres menaces, comme le terrorisme et les trafics en tout genre. Ces territoires sont saisis d'une sorte de confusion de la menace
on pourrait dire volontiers d'une transmutation des facteurs d'insécurité. Sur le plan politique, on assiste à une résurgence des coups d'État et autres atteintes à la démocratie qui contribuent à mettre totalement au rouge tous les signaux d'alerte. Sur le plan social, les populations, de plus en plus exigeantes à l'égard de leur gouvernement, auxquelles elles imposent un droit de regard, expriment de manière récurrente leur contestation dans un climat permanent de défiance qui dégrade d'abord les rapports entre elles, mais ensuite entre elles et l'autorité publique. Sur le plan purement sécuritaire, le terrorisme en expansion, mené par des groupes armés aguerris, mêlé aujourd'hui à une criminalité transnationale organisée très accentuée, remet en cause la souveraineté de certains États sur des parties de leur territoire. Vous avez en mémoire ce Boeing, dénommé plus tard Air Cocaïne, parti de l'Amérique du Sud, allait atterrir dans le Nord Mali sans aucune inquiétude. Vous avez vu tout dernièrement des groupes armés terroristes massacrer purement et simplement des troupes des forces armées maliennes et leurs supporters de Wagner. Ça m'amène à poser la problématique de l'étude. L'étude interroge sur la persistance de l'insécurité dans la zone saharo-sahélienne, malgré tous les efforts déployés par les États, les organisations sous-régionales comme la CEDEAO et l'Union africaine, internationales comme les Nations unies, les partenaires bilatéraux, la France en particulier, les États-Unis aussi, les multilatéraux comme l'Union européenne. En effet, il y a lieu de se demander si ce n'est pas le système de gouvernance qui est défaillant ou qui est complètement déphasé. Et dans l'affirmative, quelle approche nouvelle pourrait être envisagée pour faire face plus efficacement, on aurait dit, pour adresser les problèmes. Cela pour quels objectifs? Il s'agit principalement d'évaluer la gouvernance sécuritaire dans la zone sahélo-saharienne pour déceler les limites, ses limites face aux menaces qu'elle peine à juguler et pouvoir ainsi proposer les réajustements nécessaires. Aussi, la recherche de solutions innovantes est une occasion pour se familiariser avec le cadre, les stratégies et les modes et moyens d'action de la police internationale de l'Organisation des Nations Unies. Je vais y revenir. Ensuite, rehausser les études de paix ou les études de sécurité en contribuant à la recherche sur une problématique très complexe. Enfin, tenter d'apporter une contribution pour aider les États de la zone à se défaire des menaces qui compromettent leur stabilité et leur développement. Ça m'amène à m'arrêter sur le concept de police internationale. Ce concept, en fait, assez ancien. C'est depuis le conflit entre Chypre et la Turquie qu'on a déployé les premières unités de police internationale. Ensuite, la première mission au Congo dans les années 60 pour entrer dans la deuxième génération de ces missions avec la Namibie, où ces polices commencent à s'intéresser aux questions électorales, entre autres. On pourra y revenir un peu plus tard. Ça se réfère à une force de maintien de l'ordre opérant au-delà des frontières nationales avec pour mission de lutter contre des crimes et des menaces transnationales. Elle est généralement composée d'agents issus de plusieurs pays et agit sous un mandat international,
souvent en collaboration avec des organisations telles que les Nations Unies. Cette force est conçue pour intervenir dans des contextes où les capacités nationales sont insuffisantes pour gérer des défis sécuritaires complexes, notamment dans des régions en proie à des conflits ou à une criminalité transfrontalière. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le concept comporte deux piliers en général. Un pilier constitué d'experts, c'est souvent des formateurs ou des investigateurs. Un deuxième pilier constitué d'unités constituées assez robustes avec une large autonomie logistique que les otaniens appellent les unités de police de stabilité. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne traduction, mais c'est Police Stability Unit qui a donné après des déclinaisons à l'Union européenne et à l'Union africaine et à l'ONU. Quelles sont les hypothèses de la recherche? Alors, l'hypothèse centrale. Face à la problématique, la démarche militaire exclusive dans la résolution des crises politiques et la garantie de la paix restera contre-productive si elle n'intègre pas les actions de police internationale. L'hypothèse secondaire numéro 1, les États de l'Afrique de l'Ouest doivent prendre conscience de leurs échecs et mettre un terme à l'usage exclusif de la force militaire dans la recherche des solutions de sortie de crise, car elle crée un perpétuel affrontement de la force contre la force. Il en découle une situation de peur et d'insécurité permanente, laquelle compromet sans aucun doute le développement. Hypothèse secondaire 2. Le recours au modèle onusien de police internationale de l'ONU, qui possède une meilleure expérience dans la résolution des crises, permet de rénover le secteur de la sécurité en ajustant les stratégies à des moyens d'action variés, à même de lutter de façon optimale pour le rétablissement de la paix et de la stabilité et de prévenir l'avènement des crises sociopolitiques. Là, je voudrais m'arrêter sur un point. C'est la réforme du secteur de la sécurité. Il y a un certain malentendu. On pense que dès qu'on évoque l'expression réforme du secteur de la sécurité, que ça prévaut juste pour des pays en sortie de crise. Mais c'est valable pour tous les pays. Il faut réadapter, réadapter le secteur de la sécurité au fur et à mesure des évolutions, parce que les choses changent. Je vous propose de passer à la méthodologie. La recherche a été menée, Monsieur le Président, sur la base des ressources théoriques et de données statistiques, de rapports et d'enquêtes. Les ressources théoriques ont porté sur la question de la conflictualité dans la sous-région et dans le Sahel. Pour rare qu'elle soit, elle participe naturellement à donner une position scientifique à l'étude. S'agissant des données statistiques, des rapports et des enquêtes, ils ont épargné l'étude de la tentation risquée d'un travail superficiel et spéculatif. Leur dépouillement a néanmoins permis de comprendre que les transformations sécuritaires et l'engrenage d'une insécurité transfrontalière sont la résultante du climat sécuritaire délétère qui caractérise le Sahel. Ces sources d'insécurité multiples transforment la zone en tout ou partie en une région fragile où se côtoient insécurité ordinaire et milices armées. Pour ce qui concerne les résultats de la recherche, la contribution de la thèse s'apprécie par rapport au constat, pour le moins déconcertant, auquel elle a abouti. L'insécurité risque de continuer à étendre ses tentacules
et de faire des dégâts au plan matériel et humain à la fois, si un changement de paradigme n'est pas envisagé. L'étude a notamment permis, d'une part, de dresser le bilan des actions des États comme de la CEDEAO en prévention de l'insécurité, et dont il est ressorti que celle-ci demeure encore limitée par rapport aux attentes et impératifs sécuritaires légitimes du moment. D'autre part, de constater que la kyrielle de mesures onusiennes, pas plus que celle des organisations sous-régionales, n'a pas été à la hauteur des attentes en raison de l'inefficacité de ces mesures globalement militaires. C'est pourquoi j'en suis arrivé à ces recommandations. Pour une meilleure efficacité de la gouvernance sécuritaire en Afrique de l'Ouest, et particulièrement dans la zone saharo-sahélienne, l'étude recommande un effort de redynamisation de la part de la communauté internationale pour intégrer l'impératif militaire aux mesures de résolution des conflits et lui permettre ainsi d'endosser efficacement le rôle qui est le sien, c'est-à-dire d'un organe qui concourt aux efforts sécuritaires des États, mais qui ne reste pas simplement un pis-aller, presque dépourvu d'un rôle significatif et plus porté à imposer une paix qui n'existe d'ailleurs pas, que l'on ne s'y trompe guère, le caractère multidimensionnel des insécurités semble plus aller à une approche solidaire, ensemble, multidimensionnelle, beaucoup d'acteurs, ou alors internationale, qu'à une approche individualiste dont le mérite ne sera que d'accroître les vulnérabilités. Il s'agit en fait d'une mobilisation internationale autour de fléaux globalement et collectivement identifiés en vue de les adresser ensemble. L'abandon du seul postulat militaire, jusque-là à l'œuvre, est l'ouverture des paradigmes à d'autres impératifs dont la mobilisation à la résolution de la conflictualité est plus que nécessaire. À la vérité, le tropisme militaire privilégié ne s'est pas avéré être un instrument efficace de lutte et a au contraire exacerbé les sentiments de méfiance et de frustration qui animent des populations peu solidaires des États dont elles ne sont pas convaincues de la sensibilité au mal-être qui les saisit. Là me vient à l'esprit une remarque d'un géopoliticien du Gabon, Jean-Louis Ropivia, qui disait que l'un des freins à l'intégration africaine, c'était d'abord le problème de l'intégration nationale. Tout le monde parle de décentralisation, mais est-ce qu'on joue vraiment le jeu? Si vous allez dans les périphéries de nos pays, il y a des populations qui n'ont pas accès aux infrastructures sociales de base, qui n'ont même pas accès au réseau téléphonique national. Il faut envisager des cadres de discussion et d'entente avec les groupes armés qui devraient permettre, selon des modalités à définir, l'abandon par ces derniers de la rébellion. Cela s'avère d'autant plus important que la zone connaît actuellement une prolifération de groupes armés, mais aussi de milices. C'est donner la chance à des processus politiques. Le développement de la coopération internationale, pour terminer. En effet, les stratégies ne sauraient avoir de mérite que dans le fait d'épouser une action plus concertée et solidaire. Fondamentalement, la coopération des États se trouve être une obligation, d'autant que les menaces dont la zone est saisie sont communes et susceptibles de s'étendre à tous les territoires des États que l'on s'est unis par une proximité géographique immédiate. J'en veux pour preuve que la situation au Mali nous oblige aujourd'hui, nous, Sénégal, à avoir un regard beaucoup plus persistant vers notre frontière Est. Monsieur le Président, Messieurs les membres du jury, j'arrive au terme de la présentation. Je vous remercie de votre attention.
En plus de l'introduction générale et de la conclusion générale, la thèse est constituée de deux grandes parties. Il faut préciser qu'avant l'exposé de ces deux dernières, M. Tim nous a proposé deux sections. La section 1 porte sur la délimitation du cadre d'étude de la thèse, tandis que la section 2 présente le cadre théorique et opératoire de l'analyse. La première partie de la thèse se penche sur l'analyse des mécanismes et stratégies de gouvernance sécuritaire dans la zone sahélo-sahélienne. Elle est constituée de deux chapitres. Le premier chapitre porte sur les cadres structurants de la sécurité et de la démocratie dans la bande sahélienne, avec deux sections qui portent respectivement sur les rapports politiques et institutionnels nationaux et multilatéraux et sur le renforcement des rapports politiques et institutionnels régionaux et sous-régionaux de cette Afrique. Dans le chapitre 2, M. Thiel présente les dynamiques constitutives de la sécurité et de la démocratie dans la zone saharo-sahélienne. Un chapitre constitué de deux sections. La première présente les mécanismes du processus décisionnel dans la construction de la sécurité et de la démocratie sociale. La seconde expose les modes d'action et de consultation de la sécurité en Afrique. La deuxième partie de la thèse de M. Jean-Baptiste porte sur l'urgence d'une approche renouvelée dans la gouvernance sécuritaire dans la bande sahélo-sahélienne avec deux chapitres. Le premier porte sur la redynamisation sécuritaire et une approche institutionnelle réponsive. Dans le chapitre 2, exposé la redynamisation sécuritaire par une approche renouvelée quant aux moyens de sécurisation. Cette thèse nous propose 4 objectifs. Le premier est de rendre compte de la structure, des motivations, des stratégies, des moyens et des méthodes que dispose la police internationale de l'ONU. Le deuxième est de contribuer de manière optimale pour le compte des États de l'Afrique de l'Ouest à sortir des crises qui menacent l'intégrité de leur territoire et fragilisent les avancées démocratiques. Le troisième est de proposer une alternative, celle d'inscrire davantage des études de la paix au sein des études stratégiques. Enfin, le quatrième est de faire appel aux éléments épistémologiques permettant de comprendre et expliquer la promotion de la sécurité, des droits de l'homme et de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Schématiquement, à partir de l'étape de fait, on a 4 pôles. Le premier pôle est destiné aux Nations Unies. Le deuxième pôle aux États de l'Afrique de l'Ouest. Le troisième pôle aux études et à la pédagogie. Et enfin, le quatrième à l'épistémologie et à la science de manière générale. M. Thiel porte une hypothèse centrale, je cite, la démarche militaire exclusive dans la résolution des crises politiques et la stabilisation de la paix reste contre-productive si celle-ci n'intègre pas les actions de la police internationale de l'ONU. Avec le courage et sous l'influence de la sociologie de Pax, il nous demande de faire très attention en termes d'éterminisme. Il nous propose 2 sous-hypothèses. La première, les États de l'Afrique de l'Ouest doivent prendre conscience de leur échec et mettre à l'usage exclusif de la force militaire dans la recherche des solutions de sortie de crise, car elle crée un perpétuel affrontement de la force contre la force. La deuxième hypothèse secondaire, le recours aux approches de la police internationale qui possède une meilleure expérience dans la résolution des crises permet de rénover le secteur de sécurité en ajustant des stratégies grâce à des moyens d'action variés à même de lutter de façon plus optimale pour l'établissement de la paix et de la stabilité et d'anticiper sur l'événement des crises sociopolitiques. Quels sont les profils des personnes interrogées? Âge, sexe, activités socioprofessionnelles, pays de résidence, etc. Comment ces personnes ont été
aviez-vous pu mobiliser des compas, c'est-à-dire des facilitateurs, pour avoir accès à vos personnes ressources? Vu que nous sommes sur le terrain, j'aurais bien aimé profiter et avoir vos expériences. Alors, des résultats intéressants ont été produits et présentés. Vous n'avez pas encore touché chaque fois. Merci beaucoup, monsieur le Président. Vous avez vu que vous menez à bien sa recherche. Non seulement il a respecté le protocole de recherche, mais il a été obligé de convoquer des sciences sociales particulières. Il a été obligé de faire des inclusions dans la sociologie politique, des inclusions dans la sociologie économique, des inclusions dans la sociologie de l'organisation, des inclusions dans la sociologie historique, des inclusions dans la sociologie de l'environnement, des inclusions encore dans la démographie. Donc, vous voyez, il fallait mobiliser l'histoire, mobiliser la géographie, mobiliser la sociologie, mobiliser la sociologie, mobiliser la science politique, et ça, les organisations. Tout cela montre bien que le phénomène est complexe et qu'on ne peut pas attaquer le phénomène d'un seul angle. Parfois même, en tant que chercheur senior, on peut se perdre. Tellement qu'il y a des méandres, tellement qu'il y a des problèmes, parce que la zone est conflictuelle. Et il y a des conflits de tout genre. Des guerres intercommunautaires, le terrorisme, le djihadisme, les problèmes religieux, les convictions nationalistes. Et vous savez très bien que le nid du terrorisme, c'est la pauvreté. Voilà pourquoi il a été obligé même de convoquer la sociologie économique pour montrer le problème qu'il y a dans le déficit d'infrastructures d'équipement. Un gros problème encore, c'est celui du droit. L'absence de l'État. L'État est presque absent dans ces zones. Et vous savez très bien que si l'État est absent, les plus forts vont écraser les plus faibles. Au-delà de l'État, c'est la démocratie qui est menacée. Or, vous savez très bien que s'il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas de développement. Et s'il n'y a pas de développement, il n'y a pas de paix. Donc, il y a des insécurités partout. Voilà pourquoi il a été amené à convoquer la sociologie de l'ordre et la sociologie du désordre. Il y a du désordre dans cette zone. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il ne pouvait pas faire des enquêtes de terrain. Même si par ailleurs le président Mao Zedong disait que pas d'enquête, pas de droit. Il aurait été intéressant pour lui de faire des enquêtes de terrain, de donner la parole aux acteurs institutionnels, aux acteurs de base. Mais il ne peut pas le faire. Sa posture épistémologique ne nous permettait pas de le faire. Pourquoi? La station qu'il occupe, c'est un militaire. Il ne peut pas avoir des autorisations pour aller enquêter. Il met même sa vie en danger. Le professeur Kandia a mis sa vie en danger, lui qui enquêtait dans le capot. Le professeur Sylvain Faye a mis sa vie en danger lorsqu'il enquêtait dans le nord du Tchad. Où il a été piégé, l'unité des forces de l'ordre était mort. Puisque le chauffeur qui le transportait était de connivence avec les rebelles. C'est au poste de police qu'on a dit, mais est-ce que vous savez, professeur, que la personne qui vous amène dans sa voiture-là fait partie des gens qui vont vous tuer? Parce que tout simplement, ils ont voulu éveiller leur curiosité en se demandant qu'il faut aller en profondeur pour comprendre et pour expliquer le phénomène. La thèse de M. Jean-Baptiste Tine, intitulée « La gouvernance sécuritaire en Afrique de l'Ouest à l'ère de nouvelles menaces, enjeux et défis dans la zone saharo-sahélienne », est une thèse qui fait au total, dans sa version électronique, 325 pages. Elle est préparée sous la direction du professeur Ibou Sané, que tout le monde connaît, professeur titulaire des universités, méthodologue dans son domaine. Et c'est un travail qui est composé de 2 parties, comprenant chacune également
2 chapitres. Chaque chapitre est constitué de 2 sections et chaque section compte 2 paragraphes. La première partie fait au total 115 pages de la deuxième 91 pages. Nous avons une introduction générale, comme l'a dit mon collègue, qui fait 4 pages, une conclusion générale de 5 pages. Et chaque partie est sanctionnée par une introduction et une conclusion partielle. Il y a un sommaire, des remerciements, des dédicaces, une liste de sigles et d'abréviations, un résumé, un abstract, une bibliographie et un index de mots-clés. Voici, très brièvement, présenter la charpente, la configuration, la photographie de la thèse de doctorat de M. Jean-Baptiste Tétine. Donc, je dois te dire tout de suite que cette thèse a respecté ce qu'on appelle l'équilibre des parties. En analysant et en critiquant votre travail, je dois dire que dans cette recherche doctorale, l'impétrant s'intéresse principalement à la problématique de la sécurité, ensuite aux droits de l'homme et à la démocratie. Jean-Baptiste Tétine cherche à comprendre et à expliquer comment promouvoir la sécurité, les droits de l'homme et la démocratie en Afrique de l'Ouest. Pour ce faire, M. Tétine commence d'abord par un travail de cadrage épistémologique, un travail de cadrage théorique et méthodologique. À l'entame déjà de son propos, il procède à la délimitation de son cadre d'études en présentant minutieusement, dans une démarche monographique, un cadre d'études à la fois sur le plan géographique, historique, culturel et politique. M. Jean-Baptiste Tétine a choisi l'analyse conceptuelle des réalités sociales, comme la sécurité, la démocratie, les droits de l'homme, la paix et les conflits. Or, en sociologie, on aurait pu adopter la démarche de la conceptualisation. Il a opérationnalisé une série de concepts en rapport avec son sujet, en précisant leurs dimensions, leurs indicateurs et indices. Le candidat Tétine a adopté une démarche analytique qui consiste d'abord à présenter les concepts selon les points de vue des auteurs qui l'ont précédé. Il a ensuite confronté et discuté les thèses de ces derniers en mettant en évidence les forces et les limites des travaux de chacun. Jean-Baptiste Tétine a enfin terminé son analyse conceptuelle par émettre à chaque fois son opinion, son point de vue, c'est-à-dire qu'il faisait de l'arbitrage. Nous constatons à ce stade d'évaluation de son travail, de la thèse, que le candidat Jean-Baptiste a éprouvé beaucoup de difficultés à épouser l'approche sociologique de la conception d'une thèse de doctorat en sociologie. Dans notre discipline, il aurait fallu d'abord convoquer une revue critique de littérature préliminaire qui aurait permis de poser la question de recherche, c'est-à-dire ce qu'on appelle votre question de départ, et de mieux asseoir la problématique. Avant toute autre chose, et laquelle problématique qui, à notre avis, renseignerait clairement sur l'objet de la thèse, c'est-à-dire de quoi il s'agit dans ce travail. Quel est le problème qu'on traite dans cette recherche? Voilà les questions que mes collègues examinateurs vont vous poser sans doute, parce que la problématique n'est pas clairement posée. Ainsi, vos objectifs, vos hypothèses, votre méthode ou la méthode ou vos méthodes appropriées viendraient consolider la dite problématique dans la logique du cadrage épistémologique, théorique et méthodologique. L'impétrant a opté pour une autre démarche, non moins intéressante, qui consiste à faire précéder la problématique par une délimitation de cadrage, du cadrage de l'étude et l'analyse conceptuelle. C'est une démarche qui paraît bien originale. Cependant, elle ne met pas clairement en connexion les éléments de la problématique et ceux de la revue
préliminaires censés la fonder. La question de recherche de M. Tine est la suivante. Les fonctions opérationnelles de la police internationale de l'ONU couvrant la prévention et l'anticipation, l'intervention respectueuse des droits de l'homme et des standards démocratiques ne peuvent-elles pas ouvrir une voie porteuse d'espoir dans la perspective d'une gouvernance rénovée du secteur de la sécurité? Cette question, M. Tine, obéit aux 3 critères d'une question de départ en sciences sociales. Il s'agit de la clarté, de la faisabilité et de la pertinence. Cependant, la question, M. Tine, elle est bien claire, faisable et pertinente, mais elle est trop longue. L'auteur avance des hypothèses et oublie de mentionner manifestement les objectifs de la recherche. C'est-à-dire ce qu'il veut ou cherche à montrer tous. Et là, dans la présentation orale, je crois bien que c'est très clair s'il aurait été fait comme ça, encore temps. C'est également dans la construction de la problématique que l'auteur doit mentionner là où les méthodes d'investigation conformes à son objet, avant de les justifier plus loin dans la rubrique exclusivement dédiée à la méthodologie. Le choix des méthodes qualitatives, ça ne m'a pas étonné, puisque votre directeur, c'est le plus grand méthodologue donc des universités du Sénégal. Le professeur Ibou Sané est connu pour ça. Je ne sais pas, Ibou Sané en méthodologie, il y a peut-être le professeur Abdoulaye Ba Diop qui le précède. Donc, le choix des méthodes qualitatives dans ce travail de thèse, comme l'entretien, l'observation, la méthode historique, l'analyse documentaire, la monographie, la description, qui s'est imposée à vous compte tenu de la nature de votre sujet, et il l'a dit en bon avocat dans sa présentation, compte tenu de votre stature, et compte tenu de la nature sensible du sujet, votre présence sur le terrain n'est pas souhaitable. Nos amis professeurs qui ont été menacés savent de ce que je parle. Et il l'a rappelé tout à l'heure. C'est-à-dire la sécurité est très sensible. Et pour justifier donc l'usage de ces méthodes, la conformité, l'efficacité et l'efficience de ces méthodes précitées, vous auriez pu simplement exposer la pertinence ou l'importance de quelques-unes d'entre elles, comme l'entretien, celui directif, la méthode historique ou la monographie. Par exemple, la première, l'entretien, celui directif, c'est une méthode qui se caractérise par sa grande structuration des objectifs déjà et de l'interaction verbale entre les interlocuteurs. L'entretien semi-directif, nous le savons tous, est utilisé quand il y a une population qui est mi-connue ou mi-ignorée, c'est-à-dire qui se fait connaître à travers les sources secondaires. C'est ce que vous avez fait. Vous avez mentionné ça, rapports, mémoires, les journaux, tout ce que vous faites. Et quand, dans la méthode historique, mes amis historiens vous le diront, elle permet aux scientifiques, et notamment nous, les sociologues, elle nous permet de remonter le temps, d'étudier les situations évolutives du groupe, de comprendre une société, de décrire des événements majeurs dans le temps, d'étudier la dynamique spatio-temporelle. Vous comprenez, mes chers collègues, Monsieur le Président, pourquoi donc j'ai été séduit par cette approche méthodologique du candidat Jean-Baptiste, qui est la méthode d'analyse documentaire. Parce que cette méthode est conforme, elle est efficiente. Elle montre clairement que c'est bien l'objet qui a déterminé le choix de ce mode d'investigation. S'agissant de l'analyse historique et du choix du modèle d'analyse, le candidat Jean-Baptiste a exposé 3 modèles théoriques et choisi en même temps de les appliquer aux résultats de sa recherche. Il s'agit de l'approche néo-institutionnelle, de l'approche constructiviste et de l'approche stratégique. Or, il s'agit ici pour nous de l'analyse théorique, l'analyse du modèle théorique. C'est-à-dire que le candidat aurait, pour nous, confondu l'exposition des modèles théoriques et le choix du modèle d'analyse. En ce qui concerne donc vos résultats de recherche et vos perspectives, nous constatons que la plupart des acteurs qui sont convoqués, qu'ils soient individuels, institutionnels, collectifs ou même symboliques, militent pour une démarche pacifique et diplomatique.
et s'oppose au recours à la force militaire. Tout le monde sait que ce n'est pas une solution. Le directeur l'a rappelé. La force militaire ne règle pas les problèmes. Aussi bien dans la prévention comme dans la résolution des conflits dans la zone sahélienne. Je termine. Le candidat a décrypté par l'approche d'analyse documentaire dans plusieurs types de documents, etc. En résumé, je dirais que ce travail de thèse de Jean-Baptiste est original. Il est original parce que le sujet est particulier et sensible. Il est original par la méthode d'exploration utilisée par l'auteur pour appréhender son objet. Et enfin, ce travail est original parce qu'il apporte une nouvelle touche à la discipline que j'enseigne. Dans ces dimensions de sociologie politique, de sociologie des conflits, de la polémologie, de sociologie des relations internationales et d'autres. C'est cela qui atteste que cette thèse est instructive et qu'elle a apporté des innovations au niveau théorique, conceptuel et méthodologique. Et c'est ce qui m'a poussé à donner un avis favorable à sa défense publique. Je vous remercie. Bonjour, mesdames et messieurs, monsieur le président du jury, mesdames, messieurs les membres du jury, monsieur le directeur de thèse, chers collègues. Vous me permettrez peut-être de tordre le protocole et les usages républicains parce qu'il y a toujours un flou dans le jury. Les autres ont été très diplomatiques. J'essaierai un peu de tordre le protocole républicain pour appeler monsieur le ministre Jean-Baptiste Tine de son nom d'étudiant le temps de la soutenance. Monsieur Jean-Baptiste Tine, je voudrais tout d'abord vous féliciter pour ce travail important, surtout vous exprimer toute mon admiration pour le temps que vous avez pris pour réaliser ce travail, malgré vos lourdes charges professionnelles. Et ce travail participe à l'approfondissement de la recherche sur la sécurité, notre sécurité à tous. Donc vraiment, c'est une contribution essentielle pour saluer les réflexions aussi sur ce thème qui a été mené par de vos collègues, le général Tchaka Tchao, qui d'ailleurs développe des enseignements de ce genre de recherche, le Centre des hautes études de défense et de sécurité, sur les problématiques de la prévention des crises. La gendarmerie nationale est aussi quelque part au cœur de la recherche scientifique et sur des sujets d'intérêt général. J'ai eu du plaisir à vous lire M. Lempetron et j'apprécie votre style, sujet, verbe, complément. Vous allez à l'essentiel avec des postulats et une démonstration. Je suis un produit de l'UGB, l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, comme la plupart des autorités officielles d'aujourd'hui. Et nous avons eu la chance d'avoir bénéficié de la formation des professeurs de haut rang, notamment le professeur Mamadou Camara, qui attachait beaucoup d'importance à la ponctuation, à la clarté et à l'écriture, mais surtout à l'usage correct des majuscules. Il nous rappelait souvent, sans cesse, que l'usage des majuscules était régi par une législation spécifique sur l'utilisation. C'était le décret du président Léopold Sédar Senghor qui demandait à l'administration de prêter attention à cela. Nous l'appelons toujours l'autorité, parce que non seulement il a eu à occuper, à être un éminent universitaire, mais aussi il a servi l'État du Sénégal comme conseiller référendaire à la Cour d'appel, membre du Haut Conseil de l'audiovisuel, conseiller du président de la République, etc. Monsieur le général, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre thèse, et comme on dit souvent, il y a dans une thèse des éléments positifs, mais il y a aussi des éléments qu'on peut améliorer. Et parmi les éléments qu'on peut améliorer, je viendrai sur la question de recherche, parce que le fait de décliner la question de recherche et de l'accompagner avec des questions subsidiaires peut confondre le lecteur. Et ici, d'ailleurs, on constate que la question même subsidiaire est plus heuristique, c'est-à-dire présente un intérêt d'approfondissement que la question principale. Et donc ça peut être un obstacle. Sur le fond, c'est un travail qui a produit une réflexion approfondie et originale sur la problématique de la sécurité. Seulement, en analysant la gouvernance sécuritaire dans la zone sahélienne, vous avez choisi une étude de cas. Donc, il aurait fallu montrer les forces et les faiblesses de l'étude de cas et comment vous faites pour atténuer les inconvénients de cette technique, notamment en ayant des cas tests ou des cas de contrôle pour mieux
expliciter votre étude. Aussi, dans la définition des concepts de sécurité, il aurait été intéressant d'ajouter la définition de l'école de Copenhague, notamment avec Ole Weber, qui parle de sécurisation. Donc, Ole Weber dit qu'il n'y a pas seulement la guerre qui est destructrice de vie, mais il y a aussi des destructeurs de vie silencieux. La famine, la pauvreté, la maladie sont des destructeurs de vie silencieuses et que souvent on n'aborde pas dans les questions de sécurité. On aurait pu aussi ajouter l'école de Paris de la sécurité avec Didier Bigot. Didier Bigot considère qu'aujourd'hui, on met beaucoup plus l'accent des policiers derrière des écrans que de les mettre sur le terrain. Et que parfois, quand il y a des déploiements ou des patrouilles de police ou de gendarmerie, ça donne plus un sentiment de sécurité à la population que ce sont des policiers qui sont derrière des écrans. Par exemple, ces militaires, ce qu'on appelle la révolution dans les affaires militaires, où il y a des militaires américains qui sont au Nevada, aux États-Unis, avec un écran et un ordinateur. Ils peuvent assassiner un terroriste dans le Sahel avec la doctrine zéro mort. Ça, ils vont venir dans la salle, ils cherchent une seule personne, la bombe va tuer juste cette personne. Et donc, il n'y aura pas de dégâts collatéraux. Donc, maintenant, après quelques coquilles, la bibliographie aussi pourrait être améliorée, notamment par ordre, en respectant les usages académiques, les ouvrages, les articles scientifiques, les thèses et les mémoires. Et on note aussi une absence de bibliographie dans la thèse. Ça, il y a 15-20 ans, on ne le voyait pas dans les thèses, mais aujourd'hui, c'est une exigence d'avoir une bibliographie, c'est-à-dire les documents qui sont tirés sur le net. Maintenant, la règle, c'est de mettre la date de consultation du site. Par exemple, si je consulte le site du ministère de l'Intérieur du Sénégal, oui, je mettrai l'adresse du site www.ministère-de-l'Intérieur-du-Sénégal.sn. Consultez le 17 août 2024. Pourquoi? Parce que peut-être le lendemain, le site est désactivé, l'information que vous avez trouvée n'est plus sur place. Mais au-delà de ces questionnements aussi, j'ai noté que votre bibliographie n'était pas trop africanisée. C'est-à-dire, il y a des auteurs africains qui sont cités, mais ça, on aurait pu encore augmenter. Parce qu'aujourd'hui, dans les universités en Afrique, parfois, même maintenant, on compte le nombre d'auteurs africains qui sont cités. Pourquoi? Parce que ça participe de ce qu'on appelle l'afrographie et l'afrodiction. L'afrographie, c'est-à-dire qui écrit sur l'Afrique, l'afrodiction qui parle de l'Afrique. Généralement, ceux qui écrivent sur l'Afrique, qui parlent de l'Afrique, ne sont pas des Africains. Et les Africains qui veulent le faire ou qui peuvent le faire n'ont pas accès à la scène de la parole. Mais cela n'a pas empêché les Africains de s'organiser, l'Afrique dedans comme l'Afrique dehors. Donc ceux qui sont dedans, ce sont les universitaires en Afrique, qui ont des revues dans les universités pour publier, mais aussi il y a des Africains de la diaspora qui s'organisent aussi dans la diaspora pour publier. Donc c'est important de revaloriser cette bibliothèque africaine pour permettre de montrer que l'Afrique aussi participe au banque des savoirs en publiant des articles et des ouvrages. Sur la problématique de la thèse, c'est intéressant de parler de la police des Nations Unies, mais moi j'ai plus pensé peut-être un prolongement de ce sujet vers une police africaine. Pourquoi? Parce que les Africains ne peuvent pas continuer d'être d'éternels esclaves qui chantent de maître. Avant-hier, c'était les Français, hier, c'était les Américains, aujourd'hui, c'est les Russes, demain, peut-être, c'est les Chinois et après-demain, les Turcs. Nous ne pouvons pas, comme le disait Joseph Kizembo, continuer à s'asseoir sur la nappe des autres. Les Africains doivent bâtir leur propre système de sécurité avec des moyens africains. Et c'est possible. Pourquoi je dis des moyens africains? Parce que 80% des programmes de l'Union africaine sont financés par l'Union européenne. Les Africains doivent accepter de payer pour leur sécurité parce que la sécurité a un coût, mais n'a pas de prix. Donc, si par exemple aujourd'hui, nous avons des pays frères qui sont égarés, c'est le Mali, le Niger et le Burkina, le lien avec la CEDEAO est coupé, il faut voir le niveau supérieur, c'est-à-dire l'Union africaine. Nous sommes 55 pays membres de l'Union africaine. Nous sommes 1,2 milliard d'Africains. Si les 52 pays, chacun donnait 500 casques bleus, ça ferait 26 000 casques bleus. Si chaque pays, chacun donnait 100 policiers, ça ferait 7 400 policiers. Au total, ça ferait une mission de maintien de la paix de 33 000 soldats. Alors que les Nations Unies disent qu'au-delà de 20 000 soldats, c'est une mission de maintien de la paix robuste. En ce qui concerne le financement, on ne peut pas continuer à faire financer les programmes de l'Afrique par l'Europe.
les Africains peuvent contribuer, mais en général, les citoyens sont réfractaires à payer des impôts, mais on peut trouver des systèmes d'impôts indolores sans qu'ils le sentent. Mais chaque Africain, si son gouvernement acceptait de considérer sur les frais de télécommunications 100 francs CFA, ça ferait 100 milliards de francs CFA. Avec 36 000 casques bleus, on aiderait à ces pays frères égarés à retrouver leur sécurité pour défendre leur sécurité. Monsieur l'impétrant, pour terminer, j'avais juste une question que je vais poser sous la forme interro-négative. Ne pensez-vous pas que l'intervention de la CEDEAO en Gambie était du deux poids, deux mesures? C'est-à-dire, en Gambie, le président ne veut pas partir, on déploie des militaires, mais dans d'autres pays, les présidents peuvent changer les constitutions et rester au pouvoir, mais la CEDEAO ne fait rien. Je vous remercie de votre attention. Merci. Les gens à qui j'ai parlé, en fait, ça n'a pas été très difficile pour moi, parce qu'entre 2007 et 2012, j'étais membre du groupe d'experts de l'Union africaine et de la CEDEAO, chargé de la mise en place de la force africaine en attente et de son pendant régional, la force ouest-africaine en attente. À ce titre, j'ai participé à une vingtaine de forums, à une vingtaine d'activités qui ont regroupé beaucoup d'experts des différents pays de la région en général, mais aussi d'experts particulièrement, disons, pointus sur ces questions venant de nos partenaires bilatéraux et multilatéraux. Donc, je suis pratiquement passé par eux pour obtenir certains contacts et certaines informations. Autre chose, comment promouvoir la sécurité, la paix et la démocratie, etc., en utilisant comme levier la police internationale des Nations Unies. Là, il faut considérer un peu la police internationale des Nations Unies comme simplement un modèle en termes de fonctionnement, en termes d'organisation, en termes de méthode. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'elle intervient dans les pays en conflit, notamment en Afrique, la première chose, c'est un peu comme la Banque mondiale, elle arrive avec une thérapie presque générique. Premièrement, réforme du secteur de la sécurité. Et ça, c'est perçu par les gens. Premièrement, comme on va commencer à dégraisser les effectifs. Deuxièmement, on va mener des enquêtes. Qui sait qui a commis des abus sur les droits de l'homme? Qu'est-ce qui a commis des abus en termes de gestion, etc. Ce qui fait que c'est difficile que les gens acceptent facilement des projets de réforme du secteur de la sécurité. Or, ça, c'est indispensable. Les modèles de police qu'on avait jusqu'ici, qu'on a hérité du colon, ne sont pas adaptés à notre situation actuelle. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on allait à l'indépendance, nous avions des officiers sénégalais d'origine, de nationalité française à l'époque, qui ont été reversés dans nos forces. Il n'y avait pas de commissaire de police ni d'officier de gendarmerie. Pourquoi? Ça, c'est une question. Parce que les questions de sécurité intérieure sont des questions éminentes de souveraineté. Les gens, les colons, ne pouvaient pas concevoir avoir des cadres de police qui contrôleraient les populations indigènes. Par contre, ils ne se privaient pas d'avoir des colonels d'origine sénégalaise employés dans d'autres théâtres, notamment en Afrique équatoriale française ou bien en Asie. L'intervention de la CEDEAO en Gambie, deux poids, deux mesures. Vous avez raison. Vous avez raison. Là, je vais être très franc. Je ne pense pas que la CEDEAO elle-même, qu'elle a eu une autonomie de décision dans cette situation. Je pense que l'autorité, le pouvoir politique sénégalais de l'époque
a eu tellement d'influence sur la CEDEAO qu'elle a pu la faire endosser une opération à portée proprement sénégalaise. La portée politique sénégalaise était destinée à faire partir le président Jammeh et régler en partie dans le même temps nos soucis dans la région méridionale. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Maintenant, sur les recommandations et les perspectives, le professeur s'est pas pour faire de la consultance. Quand j'ai quitté l'uniforme, je me disais que s'il y a quelque chose à faire d'autre, ce serait peut-être la touche. Je vous remercie. Ce travail, c'est un travail qui est bien fait. Tout le monde me connaît, moi je ne porte pas de gants quand je parle, je dis un travail. Et d'entrée de jeu, c'est un travail qui est vraiment bien fait. Et même, peut-être, je peux me permettre de vous féliciter anticipativement, parce que les rapporteurs qui ont pris tour à tour la parole n'ont dit que des qualités bonnes sur votre travail. Au vu aussi de ce que j'ai lu, je sais que c'est un travail de grande qualité, malgré qu'il y a toujours des choses à dire ou à redire. Alors, d'entrée de jeu, pour ce qui concerne la méthodologie, je dirais juste un tout petit quelque chose. C'est que aujourd'hui, quand même, dans toute la zone qui a été traitée, il y a des gens qui ont été dans le terrorisme comme acteurs et qui se sont reconvertis. Alors, très certainement, l'occasion pourrait être donnée à vous, si vous y avez pensé, d'en interroger certains. Comme ça, vous aurez encore plus vivant sur la situation du terrorisme, telle que ça a été vécu par certaines personnes. Ceci étant, ce que je veux dire, c'est que la question de la violence, c'est une question qui ne date pas de maintenant pour ce qui concerne l'Afrique. En effet, depuis les indépendances, il y a eu une série de violences de toutes sortes. Mais ce qu'on peut dire, c'est que jusque dans les années 90, il y a eu des guerres de libération. Ça concernait les pays de dominance de la Portugal. Il y a eu également des guerres de frontières. C'était des guerres entre États qui se disputaient des frontières. Il y a aussi des guerres de sécession, comme au Biafra. Et à côté de toutes ces guerres, de tous ces conflits, il y a eu aussi des coups d'État répétés. Je pense que vous en avez compté 28 dans la période d'avant 1990. Après 1990, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu le vent de la démocratisation de nos États, le vent du libéralisme économique. Et ce faisant, dans la foulée, les sociétés civiles se sont placées, positionnées ici et là. Mais il n'empêche que les coups d'État ont continué. Mais à ces coups d'État sont venus s'ajouter un autre phénomène récurrent, c'est le terrorisme. Alors, jusqu'à une période assez récente, les coups d'État étaient mal vus, très mal vus. Mal vus par la communauté internationale, ça va de soi. Mal vus aussi par les pays africains, ça va de soi. Mais maintenant, on ne peut plus dire que c'est exactement la même chose. Le terrorisme continue d'être mal vu partout. Et par contre, il y a un changement de perspective en ce qui concerne le coup d'État. La manière dont on les perçoit, ce n'est plus la même chose.
pour certains en tout cas, et dans certaines conditions. Quand on prend certains États qui sont dans cette dynamique de coup d'État, on peut se rendre compte que la référence pour ceux-là qui sont auteurs de ces coups d'État, la référence, c'est Thomas Sankara, qui est une figure charismatique, emblématique. Une figure qui représente quelque chose de très fort sur le plan idéologique pour les Africains. C'est un panafricaniste, un anti-néocolonialiste, quelqu'un aussi qui est contre toutes les formes de malgouvernance. Et peut-être pour la première fois, depuis quelque temps, nos militaires qui font ces coups d'État ne sont plus perçus comme les anciens militaires qui faisaient des coups d'État, qui étaient perçus comme des gens qui faisaient un coup d'État pour remplacer un autre, ou qui faisaient un coup d'État pour se mettre à la place des civils et devenir des prédateurs et des républiques comme ici. Aujourd'hui, c'est une autre figure que nous représentons. Et cette figure-là, à mon avis, est très importante d'en parler. Ou en tout cas, de considérer qu'avec ces figures-là, et avec les coups d'État, il y a quelque chose qui est en train de se changer. Alors, puisqu'il y a quelque chose qui est en train de se changer, le problème de la sécurité pour ces pays-là qui sont concernés ne peut plus être envisagé de la même manière que pour la sécurité d'une façon générale. Quand on a affaire à des djihadistes, je pense qu'on ne peut pas mettre en avant les dialogues. Parce que, de mon point de vue, ils sont mis par une idéologie qui met au service d'une politique hégémoniste. Et tout se passe chez eux comme s'il faut y aller jusqu'au bout. Il y a des gens qui ne reculent devant rien. Est-ce qu'avec de telles personnes, on peut parler de dialogue? Oui, peut-être. Mais il n'y a de dialogue que quand les rapports de force s'inversent. Et s'inversent en leur défaveur. Et même dans ce cas, quand ils dialoguent, c'est juste pour gagner du temps. C'est pour rebondir. Par contre, à côté du terrorisme, il y a d'autres formes de violence, des violences intercommunautaires. Toutes ces violences-là, avec leurs acteurs, il faut effectivement aller au dialogue, aller à la négociation. Donc, de mon point de vue, il y a deux formes de violence distinctes. Il faut bien distinguer. La violence terroriste, les dialogues à peu de prise ou d'emprise, et il y a la violence intercommunautaire, d'autres formes de violence, il y a la criminalité interfrontalière, ou peut-être pour faire le dialogue et obtenir des résultats positifs. La situation actuelle de l'Afrique, c'est une situation d'insécurité. Cela est vrai. Je pense que vous l'avez très bien dit. Personne ne peut rien dire là-dessus, qu'il soit contraire. Mais comme je viens de le dire, il faut créer une situation de rapport de force. Des rapports de force qui soient favorables aux États. Et cela est bien possible. Cela est d'autant plus possible qu'aujourd'hui, les auteurs de tous ces coups d'État-là, ce sont des gens derrière lesquels leur peuple s'est rangé et constitue un bouclier. En dehors de cela, ces États-là se sont constitués en front, une coalition. Ce sont des États des alliances du Sahel, l'alliance des États du Sahel, qui constituent encore un autre bouclier. Et de mon point de vue, ce faisant, il y a deux boucliers qui font que le rapport de force peut être aujourd'hui inversé. Mais évidemment, même si cela est possible,
il faut peut-être l'apport ou le soutien de la CEDEAO, ce qui n'est pas malheureusement le cas. Or, si le soutien de la CEDEAO n'était pas là, ce qui va se passer, ce qui risque de se passer, c'est que toutes les populations vont être fragilisées. Une fragilisation qui sera telle que, effectivement, le rapport de force risque, à moyen terme, de s'inverser en défaveur, en faveur des djihadistes. Donc, ma question, elle est là. Est-ce qu'on peut traiter de la même manière la lutte contre les djihadistes et la lutte que même on va mener contre les communautés qui sont en lutte entre elles? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, alors, qu'est-ce qui gênerait aujourd'hui le soutien de la CEDEAO à ces pays-là, qui constituent l'Alliance du Sahel, pour que les rapports de force soient durablement à leur faveur, il faut que tout simplement le terrorisme soit quelque chose qui soit créatif. Voilà, merci. Et ce document, soumis pour servir de thèse, est structuré autour d'un texte principal qui se décompose en 2 parties, réparties en 4 chapitres. Le document est bien équilibré. Il compte 669 notes infrapaginales, ce qui explique vraiment la recherche ardue que l'impétrant a faite. La thèse comprend aussi, en sus de ces parties, une conclusion et une introduction principale, un index, une bibliographie, un sommaire et une table des matières. Je dois dire que le document présenté tel quel répond aux normes académiques admises en la matière. C'est un très bon texte qui est bien écrit, qui est sourcé. Le référencement est là. Et je pense que, par anticipation, c'est un travail qui mérite d'être sanctionné positivement. Évidemment, nous aussi, on est là pour insister sur tout ce qui ne va pas, les points à améliorer. Je suis un peu, disons, j'insiste sur la qualité. La page de garde, quand vous mettez le titre, présenté et soutenu publiquement par M. Jean-Baptiste, vous ne pouvez pas mettre sur la même ligne le directeur de thèse. Vous mettez en haut et vous décalez. Il y a des normes et des, disons, admises en la matière. Ensuite, la 4e de couverture, le résumé. Quand on termine le résumé, il faut mettre ce qu'on appelle les mots-clés. Vous avez mis les mots-clés, mais il faut écrire mots-clés. Et les mots-clés sont en italique. Il en est de même lorsque l'abstract est en anglais. Faites keywords. Donc, et vous énumérez les mots-clés. Ensuite, les abréviations, nous y reviendrons. J'ai beaucoup noté aussi. Je pense que je ne pourrais pas tout dire. Je pourrais vous remettre ça, comme ça, vous pourrez intégrer cela dans son travail final. Je pense que le problème qui se pose aussi, c'est de définir un template, c'est-à-dire un manuel de procédure. Comment on présente la thèse? C'est-à-dire, le template nous éviterait, par exemple, de confondre
les normes lorsqu'il s'agit des fois de APA, APNOR, ISO. Des fois, l'impétrant change de norme. Or, si vous optez pour une norme, que ce soit APNOR, ou APA ou ISO, il faut y aller jusqu'au bout, même dans l'agencement de la bibliographie. Et souvent, dans le texte, il y a des confusions entre, disons, les normes et les procédures. Ensuite, l'introduction. Je pense que l'introduction est longue, 77 pages. Et je vous suggérerai de faire migrer la section 1 où vous décrivez le cadre spatio-temporel dans la première partie. Je pense que c'est beaucoup plus logique. Et maintenant, dans l'introduction telle qu'elle, vous insistez sur le contexte, la justification, les hypothèses, les objectifs, la problématique, et le plan de travail et la méthodologie. Mais une introduction de 77 pages me paraît assez longue aussi. Assez longue. Je pense qu'on pourrait y discuter. Avant de venir sur quelques remarques, la conclusion aussi. La conclusion, tout le texte est bien écrit. Mais dans la conclusion, on sent un relâchement. On sent un relâchement. Parce que c'est la fatigue. Le premier, à la page 287, au terme de la présente entreprise, qui n'est pas très approprié. Troisième alinéa, en effet, un passage sous scanner. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à refaire. Le texte est bien écrit, mais dans la conclusion, on sent un relâchement. Donc, c'est un travail de polissage, parce qu'il y a beaucoup de coquilles et, disons, de problèmes de syntaxe aussi, il faut bien le dire. Alors, je pense que mon temps n'est pas épuisé. Je voudrais insister sur, en tant qu'historien, sur un aspect qui me paraît fondamental pour comprendre. Nous, historiens, quand on interroge un fait ou un événement dans un temps déterminé, on ne saurait occulter trois dimensions fondamentales. La structure, la conjoncture, le contexte qui permettent d'aboutir aux événements. Évidemment, le problème qui se pose avec le sujet, c'est une nouvelle reconfiguration des formes de la guerre et de la conflictualité. Parce que, comme l'a dit, on en a discuté tout à l'heure, depuis le traité de Westphalie de 1648, la guerre et les relations internationales sont normées. Il y a un corpus juridique qui, disons, réglemente la guerre et les relations internationales et l'administration du souverain à l'intérieur d'un État. Et ce faisant, de 1648 jusqu'à l'époque contemporaine, les conflits, en général, leur configuration était facile à lire. La lisibilité était là. C'était des guerres de position, que ce soit à Sadowa, Waterloo ou à la guerre de Crimée. Mais avec cette nouvelle forme de conflictualité, c'est-à-dire les acteurs sont diffus, ce sont des formes protéiformes, et avec des acteurs très diffus qui expliquent la difficulté de gérer cette nouvelle conflictualité. Et je pense qu'il serait intéressant d'insister sur une cartographie des acteurs. Qui sont les acteurs qui interviennent dans la conflictualité? Les acteurs sont les acteurs étatiques. Le Mali, le Niger, le Burkina, le Tchad, etc. Mais, à côté de ces acteurs, il y a, disons, des organismes régionaux, comme la CEDEAO, mais aussi une nouvelle donne, l'Alliance des États du Sahel. Des acteurs continentaux, comme l'Union africaine, des acteurs internationaux, comme l'Organisation des Nations Unies. Et je pense que dans la cartographie des acteurs
au-delà de la France, qui constitue un acteur dans la gestion de la crise sahélienne, les djihadistes, la cartographie des mouvements djihadistes me paraît fondamentale, un chapitre pour présenter les groupes qui interviennent dans l'espace. Le Jenin, Jamaat, Nusra al-Islam al-Muslimin, État islamique au Grand Sahara, avec ses reconfigurations avec Al-Qaïda et l'État islamique. Au nord, vous avez des franges qui coopèrent avec l'Algérie. Ensuite, AQMI, Ansardi, qui se décompose en deux branches. Ansardil Sud, avec Souleymane Keita, Malinke, le Katiba Al-Mansour aussi, qui est affilié à Al-Qassam et Touareg. Il en est de même d'autres mouvements qui, à la faveur d'une crise écologique, d'une crise socio-professionnelle, s'infiltrent dans un contexte favorable comme le Front de libération du Massina, dirigé par Ahmad Koufa, et qui a, disons, une Katiba très active au centre du Mali, avec la Katiba Serma, dirigée par Abou Jalil al-Foulani. Il y a Al-Mourabitoun aussi qui a été décapité. Mais ce qui est nouveau aussi, c'est dans ce conflit, la déprise de l'État. L'État, dans ces zones, n'a plus une emprise sur les mouvements et les acteurs du conflit, parce que justement, l'État engage des milices privées. Par exemple, la milice comme Danna Ambassadou est maintenant pratiquement sous l'emprise des femmes, et qui les utilisent pour les opposer au Front de libération du Massina. Donc, le problème qui était socio-professionnel devient un problème ethnique et retentit sur des relents religieux. Ce qui explique la complexité de la gestion de ce problème. Ensuite, le rôle de l'Algérie aussi. L'Algérie est, je crois, la clé de la solution. Parce que le mouvement djihadiste est parti de l'Algérie. C'est l'Algérie qui est parti du mouvement djihadiste, avec le groupe salafiste pour la prédication et le combat, dans les années 2000. À partir de 2000-2007, le GSP est devenu AQMI, qui a maintenant une véritable ambition régionale et qui s'implante dans la zone. Et il recrute des Maliens, des Nigériens, des Mauritaniens, des Tchadiens, etc. Et en recrutant et en massifiant les Katibas, un véritable problème s'est posé au niveau de la gestion de ces groupes terroristes. Les autochtones, les Noirs, se sont dit, mais comment peut-on nous utiliser dans le djihad pour mener des actions et être encadrés par l'Algérie? Un véritable débat s'est posé. Ce qui fait que justement, une grande partie, disons, des mouvements a éclaté pour donner des groupes endogènes, comme Ansar, le Moujaou. Ce qui explique aussi la difficulté de la gestion de cette crise. Tout travail humain, rien n'est parfait. Et donc, nous sommes là en communauté pour partager et améliorer le travail que vous nous avez présenté. Alors, je commence d'abord par là où mon collègue d'histoire a terminé, c'est-à-dire par rapport au contexte. Vous avez traité un sujet qui s'appelle, intitulé la gouvernance sécuritaire en Afrique de l'Est à l'ère des nouvelles menaces. Alors, vous avez fait une précision concernant la zone géographique, mais concernant la période historique, je crois que c'est quelque chose qu'il faut nous préciser dans vos interventions, parce que les nouvelles menaces, moi je ne sais pas ce qu'on peut appeler les nouvelles menaces, parce qu'en fait ce sont des menaces que dans l'histoire on
qu'on a pu retrouver. Donc, vous avez cité le cas du Mali. On sait que, par exemple, le Mali a toujours été, quand vous lisez Vincent Monteil dans l'Islam noir, il a toujours été victime d'une division entre les peuples et les Bambara. Les peuples, les Touaregs ont toujours fait alliance contre les Bambara. Et aujourd'hui, le Nord est dans l'insécurité par rapport au Sud qui est contrôlé par les militaires. Et donc, dans ce conflit, par exemple, si on prend l'exemple du Mali, vous l'avez cité d'ailleurs dans votre exposé, le cas du Mali est un cas sur lequel nous devons réfléchir. Parce que, aujourd'hui, que ce soit les autorités maliennes ou les autorités sénégalaises ou les autres autorités des autres peuples, des autres pays, la question est de savoir, et mon collègue Pape Samandiaï a un peu touché du doigt la question, comment concilier la question de la sécurité de nos populations, la souveraineté et l'exigence de collaborer avec les puissances extérieures. Et je crois qu'aujourd'hui, les défis des gouvernants, c'est autour de cela. Et en lisant votre thèse, j'ai trouvé des débuts de réponse. Mais peut-être que dans votre intervention finale, vous allez peut-être nous préciser. À la page 224, sur l'intéressement nécessaire de l'ONU par rapport au mécanisme de pacification. Je vois que vous posez le problème, mais on ne sent pas trop votre opinion. Vous êtes très, très nuancé à ce propos et on aimerait avoir des précisions sur le rôle des Nations Unies dans les conflits. Parce que, à la suite de cela, vous parlez de ce que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, et que peut-être mon collègue Patrick va apprécier, la nécessité d'une lutte intégrée pour qu'il y ait des solutions. Donc, tant que les Africains ne vont pas avoir une politique de lutte contre l'insécurité, une politique basée sur l'intégration, une politique intégrée, moi je pense qu'il n'y aura pas de solution. Et parce que ce ne sont pas les puissances extérieures qui vont régler les questions de sécurité. Aujourd'hui, le cas du Mali, avant, personne n'osait dire qu'il y a l'Occident qui finance certains terroristes. Aujourd'hui, la question avec l'Ukraine est une question qui a été posée et qui a même secoué le gouvernement du Sénégal par rapport à ce qui s'est passé récemment au Mali, que vous avez cité un peu, l'influence extérieure par rapport aux questions de sécurité. Et donc, comme aux Nations Unies, il y a une masse d'intellectuels et d'experts, je crois qu'ils peuvent aider, comme l'Institut, ici, à résoudre en tout cas ce genre de questions, de difficultés. Et je crois que la solution, elle sera une solution par l'intégration africaine. Et donc, je suis très ravi de voir à la page 224 et suivante que vous êtes très, très modéré, c'est-à-dire comment à la fois tirer profit de la coopération avec l'extérieur et comment aussi inciter les Africains à s'organiser pour trouver des solutions par rapport à la question de la sécurité. Et le Sénégal a toujours été connu comme étant un pays modéré. Et vous êtes aussi dans votre travail ici, vous montrez l'expression de cette modération. Et je crois que c'est quelque chose qu'il faut saluer. Alors, mais j'avais des questions préalables. Parce que tout à l'heure, mon collègue Lao a parlé de guerre. Parfois, on parle de crise. Parfois, on parle de conflit. Alors, la question est de savoir qu'est-ce qui différencie la crise d'un conflit. Est-ce que vous parlez des conflits, des guerres ou des crises? C'est une question très simple au départ, mais qui finalement peut être compliquée. Parce que un conflit, c'est, si je ne m'abuse, une opposition entre des personnes ou des États. Dès que l'on sort de son territoire pour aller dans un autre, on est en conflit. Mais un conflit ne veut pas dire crise. Et l'impossibilité de prendre une décision, est-ce que c'est un conflit, est-ce que c'est une crise, c'est là où il y a des difficultés sur le plan sémantique. Parce que dès lors qu'il n'y a plus possibilité de décider, il y a quand même des problèmes. Donc c'est une question très large. Ensuite, sur la problématique. En lisant votre thèse, c'était hier et aujourd'hui sur la route de Saint-Louis, je me suis dit, mais est-ce qu'il y a une problématique dans la thèse?
J'en ai parlé un peu à certains collègues. Et je me suis dit, mais il y en a, mais peut-être que c'est masqué. Et quand je vous ai écouté tout à l'heure dans votre introduction, j'ai senti que vous avez posé la problématique. Et j'étais très soulagé. Je me suis dit, mais voilà ce que j'attendais. Et donc, il faudrait que cette problématique quand même puisse ressortir dans votre travail. Vous avez dit que votre problématique, c'est la persistance de l'insécurité dans la sous-région, nonobstant l'intervention des puissances étrangères et des institutions internationales. Je crois que vous avez touché du doigt le problème et vous avez tenté d'apporter des solutions. Et donc, c'est pour ça que j'exprime ici un peu ma satisfaction. Mais il faudrait que, peut-être dans la correction de la thèse, que cette problématique soit mise en évidence, qu'on puisse sentir que c'est le point de discussion et que toute votre réflexion est articulée autour de ça. Si vous me permettez, M. le Président, au moins pour revenir sur les remarques et suggestions qui ont été faites, qui sont toutes très pertinentes. J'ai trouvé les différentes interventions représentant des perspectives différentes, certes, mais elles sont complémentaires et enrichissantes. Elles seront prises en compte et insérées dans le travail final. Maintenant, si vous me le permettez, je peux déjà remercier. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à l'ensemble des personnes qui ont contribué à la réalisation de cette thèse. Tout d'abord, je remercie sincèrement mon directeur de thèse, le professeur Iboussani, pour son encadrement et ses conseils avisés, sa patience tout au long de ces années de travail. Ces orientations précieuses ont grandement enrichi mes recherches et ont été indispensables à l'aboutissement de ce travail. Je souhaite également remercier les membres de mon jury, tout le jury, pour avoir accepté d'évaluer mon travail et pour leurs commentaires et suggestions qui me permettront de le perfectionner. Mes remerciements également à l'ensemble des enseignants et chercheurs du CISPE qui m'ont soutenu durant ce parcours et m'ont offert un cadre intellectuel stimulant. Je tiens à exprimer une reconnaissance particulière à ma famille, en particulier à ma femme, pour leur soutien moral indéfectible, leur patience et leur encouragement. Merci à mes frères d'armes ici présents, à mes collaborateurs, à mes amis et parents. Enfin, je remercie tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à la réalisation de cette thèse. Vous venez de soutenir une thèse de doctorat unique sur le sujet la gouvernance sécuritaire en Afrique de l'Ouest à l'ère des nouvelles menaces, enjeux et défis dans la zone saharo-sahélienne. Le jury, après vous avoir lu, écouté et entendu, s'est retiré pour délibérer et vous a décerné à l'unanimité la mention très honorable avec les félicitations du jury pour maximiser la toutes mes félicitations, monsieur l'impétrant, monsieur le ministre, je peux dire maintenant, puisque la soutenance est finie. Donc, vous avez droit à la touche. Vous pouvez aborder fièrement.